RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Les élus ultramarins sont à Paris depuis plusieurs jours pour diverses réunions. Les 7 signataires de l'appel de Fort-de-France ont rencontré Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer. Ils ont été reçus à plusieurs reprises également par Jean-François Carenco, le ministre chargé des Outre-mer, pour parler bien sûr de cet appel de Fort-de-France, de la préparation des contrats de plan en 2023, ainsi que 10 ou 15 sujets prioritaires. L'Élysée, l'environnement, les problèmes de sécurité et l'économie ont été abordés. Il faut créer un renouveau sans tabou pour les Outre-mer, vient de nous déclarer Jean-François Carenco, le ministre chargé des Outre-mer, lors d'une conférence de presse, message entendu apparemment hier à l'Élysée. Je vous propose d'écouter les principales réactions enregistrées pour vous juste après ce dîner de travail à l'Élysée et cette réunion avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer. En ma compagnie, Guy Losbar, le président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui a participé à une réunion Place Beauvau avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, et puis aussi une réunion hier à l'Élysée avec Emmanuel Macron, le président de la République, où les 7 signataires de l'appel de Fort-de-France étaient présents. Alors, parlez-nous un peu de l'entretien que vous avez eu avec M. Darmanin, Place Beauvau, M. Losbar. Donc, il faut rappeler, lors de la signature de l'appel de Fort-de-France, nous avions demandé qu'il puisse y avoir une rencontre avec le président pour ouvrir le chantier. Donc nous avons eu d'abord une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer pour expliquer notre démarche où chaque président de collectivité a eu l'occasion de s'exprimer et que le ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il nous entendait, mais compte tenu de la nature, c'était le président qui devait apporter sa réponse. Ensuite, nous avons eu une rencontre, un entretien avant le dîner avec le président qui a confirmé qu'il n'y avait aucun tabou par rapport à cela et que bien au contraire, qu'il allait ouvrir ce chantier dans le cadre de la révision constitutionnelle et que ce qui était surtout important, c'est que les politiques publiques soient beaucoup plus efficaces. Donc notre satisfaction, c'est d'avoir été entendus, mais aussi c'est parce que c'est un travail de longue haleine et que nous étions unitaires pour agir. Vous avez l'impression donc qu'il y a une écoute attentive du président de la République sur ce plan institutionnel pour les Outre-mer? Oui, mais en fait la question n'est pas simplement institutionnelle. Ce qu'on voulait, c'est refonder la relation avec l'État. Moi-même, j'ai eu l'occasion de dire que trop souvent, ce sont donc des relations de tutelle. Il fallait qu'il y ait un partenariat et que nous soyons en co-construction. Donc c'est ce qui a été retenu. Il faut intégrer 3 phases. Refondation donc des relations avec l'État. Deuxièmement, que les politiques publiques soient plus efficaces. C'est en ce sens qu'en 2023, le contrat de plan qui devait se terminer en 2022 sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Et 2023 sera une année de transition où les différents dossiers seront étudiés territoire par territoire et que nous puissions contractualiser avec l'État à partir de 2024. En même temps, nous allons lancer le chantier sur l'évolution institutionnelle puisque le but, c'est d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Et si des compétences, nous pensons qu'il va falloir moduler, qu'il va falloir agir, voire transférer pour que nous puissions plus être en mesure que nos politiques publiques soient plus efficaces et que nous puissions répondre aux attentes des Guadeloupéens. Donc il ne s'agit pas d'une vision idéologique de l'évolution institutionnelle, mais que toute évolution doit être un outil, un instrument au service d'une meilleure efficacité. On peut penser on va vers du concret avec un calendrier bien établi et pour des avancées constructives dans les années à venir, les mois à venir. Tout à fait, c'est cette démarche, puisque comme je disais qu'il y a une double démarche, un certain nombre de problèmes, c'est réglé.
l'eau, etc. On ne va pas attendre une évolution, un transfert de compétences pour régler le problème de l'eau, sur avancer sur des dossiers comme le transport ou l'insertion. Mais en même temps, nous allons pouvoir ouvrir le chantier et voir dans le domaine de la fiscalité s'il faut aller plus loin, s'il est nécessaire d'avoir des compétences propres. Dans le domaine de l'urbanisme, par exemple, ou encore de la santé, on a vu lors de la crise sanitaire quelles ont été les contraintes et les écueils. Donc, dans ces différents secteurs et d'autres, il va falloir agir, mais que cela se fasse en toute communion, concertation, concertation avec la population. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que nous ayons une vision, qu'on puisse définir où nous voulons aller, et on va mettre en place une stratégie en co-construction avec le gouvernement et pour atteindre nos objectifs. Suite à ces rencontres à Paris, M. Losbar, vous resterez vigilant quant aux prochaines étapes pour suivre l'évolution des choses parce qu'il va falloir concrétiser après. Effectivement, nous sommes satisfaits parce que l'objectif que nous avions a été atteint, refonder les relations avec l'État, traiter immédiatement un certain nombre de politiques publiques et ouvrir le chantier d'évolution institutionnelle. Mais nous serons très vigilants puisque nous avons vu les initiatives qu'avait prises le président Chirac, il y a eu les états généraux du président Sarkozy et aujourd'hui, le président Macron nous a dit c'est sans tabou par rapport à ces différentes mesures, mais ce sont donc des dossiers essentiels et c'est ce qui est fondamental pour nous. Donc vous comprenez toute la vigilance que moi, en tant que responsable du GUSR et également acteur politique du département. On sent cette volonté de vouloir faire vite et que les choses puissent avancer. C'est l'état de l'opinion qui le fait. Vous voyez, l'opinion, la population, l'exaspération de certains nombre de problèmes qui n'ont pas été résolus et que cette population souhaite voir un jour des solutions. C'est ça, c'est lié à vos propos de fermeté. C'est vrai que j'enregistre beaucoup d'interviews, mais depuis votre arrivée ici, on a l'impression que tous vous tenez des propos très très fermes pour dire il faut qu'on avance, il faut y aller, il faut que les choses bougent. Il faut dire que nous sommes à la croisée donc, des chemins. Il y a un constat, le système actuel, le statu quo ne peut plus perdurer puisque, comme vous dites, il y a tout un ensemble donc, de problèmes, de politiques publiques qui n'ont pas été résolus. Donc c'est pour cela, l'année 2023 sera une année très importante et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit une année importante dans l'histoire même de l'outre-mer parce que cela permettra qu'on puisse agir co-construire avec l'État sur des politiques actuelles, mais en même temps que nous soyons dans une démarche plus structurelle sur les possibilités d'évolution institutionnelle, de transfert de compétences. Donc, d'où l'importance que nous puissions, de manière commune, fixer ce cap, cette vision de développement que nous avons pour la Guadeloupe, si on veut plus d'autonomie énergétique, plus d'autonomie alimentaire, et quelle stratégie que nous allons mettre en place pour atteindre ces objectifs. Mais in fine, comme je le dis, in fine, toute évolution institutionnelle ou statutaire doit être un outil, un instrument pour que les choses puissent être plus efficaces, pour que nous soyons dans la réussite. Et cela nécessite la concertation de la population. Il y a 3 éléments fondamentaux. D'abord, qui est cette volonté politique. Ensuite, qui est cette négociation, cette co-construction avec l'État. Et troisièmement, qui est la concertation, l'adhésion de la population, puisque c'est elle qui est souveraine. Toute dernière question, il y a eu débat entre une réunion de travail, un dîner de travail à l'Élysée. Je ne vous demanderai pas qu'est-ce que vous avez au menu. En tout cas, on peut parler de réussite concernant la rencontre avec le président de la République. Enfin, comme vous voyez, avec les résultats obtenus, c'était un faux débat, puisque pendant 3 heures, nous avons eu beaucoup d'échanges. Tous les territoires se sont exprimés et c'est un peu dommage qu'avant même que les réunions, les travaux soient réalisés, qu'on puisse faire 1000 commentaires et qui sont à des années-lumière de la réalité des choses. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Hexagone, actualité. Nous poursuivons avec les réactions suite à la réunion de travail à l'Élysée avec les élus ultramarins. Olivier Servat, le député de la Guadeloupe, y était. Alors Olivier Servat, d'abord, quelle était l'ambiance à l'Élysée ? Eh bien, l'ambiance était tout à fait cordiale.
le président de la République invite pour échanger sur les problématiques ultramarines. J'y suis allé pour effectivement comprendre quelle était la logique. J'ai vu qu'on parlait beaucoup de l'appel de Fort-de-France sur des questions d'évolution institutionnelle. Les députés n'ont pas été associés à ces travaux-là, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, surtout qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué durant cette réunion-là. Et sur ce point particulier d'évolution institutionnelle ou statutaire, j'ai eu déjà à dire très clairement que je crois que les dispositifs actuels dans le cadre de l'article 73 de la Constitution permettent à ce que la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, qui a été créée en 2014 par la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique, permet cette CTAP déjà de pouvoir répartir, affecter des compétences déléguées, des compétences entre collectivités territoriales. Par exemple, on peut imaginer aujourd'hui que les écoles primaires, ce sont les mairies. Les collèges, ce sont les départements et la région pour les lycées. On peut imaginer que toute l'école, de la primaire jusqu'à la terminale, soit gérée par une collectivité, par exemple le département. C'est possible dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, de pouvoir déléguer une compétence d'une collectivité à l'autre. Il faut simplement que chaque collectivité puisse prendre une délibération, l'une acceptant la nouvelle compétence, l'autre la déléguant. On peut aussi, dans le cadre de cette CTAP, déléguer des compétences de l'État vers les collectivités. Donc ça veut dire que il faut aujourd'hui faire quoi? Rationaliser les compétences et les politiques publiques, assurer un service de meilleure qualité aux citoyens, s'assurer que l'eau est distribuée, s'assurer que, par exemple, les stations d'épuration soient bien gérées, que les routes soient correctement entretenues. Pour cela, on a déjà l'outil. Et en plus, j'y vois deux avantages supplémentaires. C'est que cet outil-là, en plus d'avoir déjà le mérite d'exister, sans créer des choses compliquées, il a déjà reçu l'assentiment populaire. Parce que je rappelle qu'en 2021, lorsque les élus conseillers régionaux et départementaux se sont présentés et qu'ils ont été élus, ceux-ci, eh bien, ils ont présenté ce contrat de gouvernance concertée. Donc, la gouvernance concertée pour échanger au sein de la CTAP. Et enfin, ça évite le phénomène de ce que j'appelle, moi, le phénomène du timal. Vous savez, c'est celui qui serait président d'une collectivité, une assemblée unique, qui déciderait de tout sur tout. Ça ne rassure pas la population qui, elle, est en attente de services publics. Donc très clairement, sur ça, j'ai indiqué ma position. Justement, les 7 signataires pensent qu'il faut aujourd'hui parler d'une même voix. On a l'impression qu'il y a un décalage avec votre voix. Mais ce sont des voix d'exécutif. On n'a pas été associé à ces travaux-là, donc je ne sais pas quelle est leur vision, quelle est leur pensée, mais en tout cas, je vous ai donné très clairement la mienne et comment on peut faire pour pouvoir résoudre et améliorer les politiques publiques aujourd'hui et les services publics, très clairement. Et aussi que l'État puisse être associé aux travaux et prendre ses responsabilités sur l'eau. On a créé un syndicat mixte, l'État tergiverse pour prêter 50 millions pour prendre ses responsabilités sur les sargasses. Lorsque les sargasses sont en mer, c'est la responsabilité de l'État. Il ne peut pas le nier, ne pas attendre que les sargasses s'échouent en disant que c'est plus moi, ce sont les mairies. Donc vous voyez, chacun doit prendre ses responsabilités, y compris l'État, mais y compris aussi les collectivités locales qui, on peut le dire, n'ont pas tout à fait bien répondu aux attentes de services publics de la population depuis des décennies, puisque 3/4 de ces collectivités mairies sont sous main de la Chambre régionale des comptes. Les problèmes sont nombreux aujourd'hui sur ces territoires d'outre-mer. Le président de la République, vous l'avez trouvé comment? Une écoute attentive à ce qui se passe pour gérer, pour régler quelques-uns de ces problèmes en outre-mer? Oui, le président de la République a constaté que sa politique était de toute façon concrètement mal perçu par la population puisqu'il a reçu de très mauvais résultats électoraux, que ce soit présidentiel ou législatif. Je rappelle qu'aucun député En Marche n'a été élu issu des Outre-mer. Maintenant, il faut acter cela. Il a indiqué avec ses différents ministres qu'ils vont pouvoir poursuivre les contrats de convergence et de cohérence en 2023 pour qu'ils soient de nouveau rétablis en 2024 jusqu'à 2027. C'est une bonne chose. Ce qui était intéressant aussi, c'était les discussions bilatérales que j'ai pu avoir au sein ou en marge de ce dîner avec le président de la République, la première ministre, le ministre des Outre-mer. Et j'ai mis sur la table quelques sujets. Le premier, réintégration des soignants suspendus non vaccinés. On ne peut pas détourner du regard cette problématique importante en Guadeloupe et en Atlantique.
le ministre des Outre-mer m'a assuré qu'il est sur le dossier et qu'il espère aboutir avant l'automne. Dont acte, nous ne lâcherons rien sur ça, d'autant plus que je lui ai dit que si lui n'aboutit pas au Parlement en novembre, nous allons, avec la France Insoumise, déposer une proposition de loi pour faire avancer ce sujet-là. Une bonne nouvelle en tout cas pour les soignants. Merci Olivier Servat pour cette réaction concernant cette réunion de travail hier soir à l'Élysée avec les élus ultramarins autour du président de la République Emmanuel Macron. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.